Interlude, alias en français Les Amants de Salzbourg, est un des films les plus méconnus de Douglas Sirk. Il n'a pas très bonne réputation et Sirk n'y a pas aidé d'ailleurs, car il disait que l'acteur principal qui joue un chef d'orchestre, Rossano Brazzi, était l'homme qui avait le moins le sens du rythme qu'il ait rencontré de sa vie, et que quand il dirigeait l'orchestre, il se passait plutôt la main dans les cheveux à la manière de Karajan, et que c'était terrible d'avoir comme chef d'orchestre un homme qui n'avait pas le sens du tempo, est un film merveilleux, car c'est le premier film de Sirk sur le retour en Allemagne. C'est aussi un drôle de film qui fait penser bizarrement à La Route des Indes, le film de David Lean. Car l'héroïne, c'est June Allison, une jeune américaine provinciale qui va aller en Allemagne en cherchant quelque chose, mais sans le savoir vraiment. Elle veut visiter un autre pays, elle sent que quelque chose peut se passer ailleurs. Au début, elle rencontre les Américains qui restent entre eux, et puis elle va croiser Rossano Brazzi. Et Rossano Brazzi, chef d'orchestre insupportable, va au départ la bousculer, ne pas lui parler, et soudain tomber amoureux d'elle. Ça commence à Munich, ça continue à Salzbourg, la ville de Mozart, et la mise en scène est moins autour des personnages qu'autour de l'Allemagne. Ça commence sur des statues, ça continue avec la ville de Munich, puis on prend le chemin de Salzbourg, on passe devant une maison qui, je crois, a été utilisée comme la maison de la famille Trapp dans La Mélodie du Bonheur quelques années plus tard. Et puis, on arrive dans la ville de Mozart. On est presque dans un documentaire sur les villes, car elles ont plus d'importance que les héros. Et pourtant, leur drame, à eux, est terrible, car nous avons la clé à un moment précis. Dans ce film assez sobre, qui montre plus les extérieurs que les intérieurs, encore une fois, il y a un moment où Rossano Brazzi joue du piano. Et il y a au-dessus le piano lui-même qui fait miroir. Et on voit une femme magnifique dedans. Et on va vers cette femme magnifique en panotant. Et on découvre son épouse. On ne sait pas encore qu'elle est folle, on ne sait pas encore quelle est son épouse, mais il utilise le miroir pour nous dire que l'homme a un secret terrible, que June Allison va découvrir plus tard, celui du fait que s'il l'aime, s'il veut se donner une seconde chance, c'est parce qu'il considère sa femme comme déjà morte. Je ne vous dirai pas la fin. Elle est peut-être heureuse, elle est peut-être terrible, mais c'est un très beau film. Alors, Franz Skinner est à la musique, donc Douglas Sirk et bien son équipe est rassuré, mais il n'aura pas, cette fois-ci, Russell Metty, mais un autre très très grand chef-opérateur. William Daniels est un immense chef-opérateur qui se conformait exactement à la demande. Sa carrière est immense. Il est dans Folie de femme de Erich von Stroheim, il sera dans La Cité sans voile de Jules Dassin, presque néo-réaliste. Donc il fait ce qu'on lui demande. Et surtout, en dehors des metteurs en scène qui tous l'aimaient bien, il a été, et c'est un cas unique, l'homme qui a toujours suivi, comme directeur de la photo, ou comme parfois lensman, comme on dit, l'homme qui s'occupe des lentilles, perché sur une grue, tous les films de Greta Garbo. Pourquoi? Parce qu'il avait une manière de faire totalement diabolique. Il avait des lentilles dans sa poche de poitrine, en dessous de sa pochette cachée. Et par exemple, quand il passait de Gary Cooper à Greta Garbo, sur Gary Cooper, l'image était assez classique, on voyait la dureté volontaire du visage de l'aventurier qui était Gary Cooper, et puis il continuait, et dans le mouvement, et sans qu'on le voie, il changeait la lentille, diffusant davantage sur le visage de la star Garbo, qui tout d'un coup apparaissait venir d'ailleurs. C'est donc un diable qui ici respecte le credo cirquien, qui est peu de plans de face, des ombres, des profils, et quand on est en intérieur, on pourrait dire que c'est du Russell Metty. En extérieur, par contre, on pense un peu, curieusement, à l'autre metteur en scène qui n'a rien à voir, le roi de la géographie, Frankenheimer. Car quand on est à Munich, comme plus tard à Salzbourg, on apprend tout de la ville. On prend les bonnes rues, on tourne du bon côté, on passe devant la bonne statue, et on comprend la géographie de l'Allemagne. Oui, il s'agit bien du retour en Allemagne de Sirk, qui ne parle jamais de la guerre qui s'est passée, qui choisit des lieux qui ont été protégés, et qui donc, bien avant le temps d'aimer, le temps de mourir, où il parlera de son Allemagne, parle de l'Allemagne éternelle, l'Allemagne de Mozart en gros, et la musique d'ailleurs est très mozartienne, soit parce qu'on cite Mozart, soit parce qu'on fait des thèmes assez proches. Moi je trouve que c'est un film extraordinairement touchant, et je dirais que Douglas Sirk se trompe un peu sur Rossano Brazzi, qui est plus brillant qu'il ne le dit, et qui d'ailleurs plus tard
fera un excellent chef d'orchestre dans un film de Delmer Dawes, La bataille de la Villa Fiorita, où là, il a du rythme. Ne soyez pas surpris de voir dans un rôle de comtesse allemande avec un accent américain parfait Françoise Rosé, car cette immense actrice a fait une très belle carrière en parallèle anglo-saxonne. En gros, ça commence en 1942, elle part en Angleterre, elle fait Une femme disparaît, elle enchaîne avec 3 ou 4 films anglais puis américains, et elle était magnifique par exemple en fin de carrière, juste avant La métamorphose des cloportes, film que tout le monde a vu, dans Le bruit et la fureur d'après Faulkner. Et elle était magnifique dans Quartet de Somerset Maugham, film à sketch où elle dévorait tout le monde. Elle eut donc 2 carrières, dont une qu'on connaît à peine, et elle avait un poids, une force et bizarrement une présence différente dans les films américains, car elle savait qu'en France, on servait chaque acteur un peu à leur tour, alors que dans les films américains, il fallait quand même s'imposer. Même chez Sirk, venu d'Europe, la manière dont elle rentre, dont elle prend John Allison en main, et la manière dont ensuite elle est le Deus ex machina de l'histoire, est absolument sidérant. June Allison, vous verrez dans le film, est donc cette jeune américaine provinciale qui vient se révéler à elle-même en Allemagne. Elle est absolument extraordinaire et c'est un de ses très rares rôles dramatiques. Elle est une grande danseuse, une grande chanteuse, une reine de Broadway, une reine de la comédie musicale. Et tout d'un coup, dans ce film-ci, on la découvre, elle est vêtue de blanc depuis le début du film. À un moment, elle met une robe grise, mais elle est loi blanche. Et pourtant, elle a une force intérieure absolument extraordinaire. Et il n'y a qu'à la fin qu'elle change de tenue et qu'on découvre, car c'est elle qui va décider de la fin de l'histoire, qu'elle est plus forte qu'on ne le croyait. Elle est éblouissante et on aurait aimé voir davantage June Allison des rôles dramatiques, mais en face d'elle, il y a quelqu'un d'aussi éblouissant et d'aussi méconnu, c'est Marianne Koch. Marianne Koch est l'opposé de June Allison physiquement. June Allison est belle, mais il faut la regarder de près. Elle est un peu fragile, pas maquillée. Marianne Koch est brune, magnifiquement maquillée dans une robe superbe. Mais Marianne Koch est folle. Elle est folle et magnifique, on ne sait pas tout de suite qu'elle est folle. On le découvrira progressivement jusqu'à une scène de fin absolument terrible où elle décide de mettre fin à ses jours en robe blanche, se jetant dans l'eau alors que June Allison, pas loin, l'a remarqué. Je ne vous raconterai pas la suite. Elles sont l'opposé et Marianne Koch, elle aussi, une carrière non pas en dents de scie, mais irrégulière. On la connaît pourquoi? Les Américains pour Night People, où elle tenait la dragée haute avec Gregory Peck, un film d'espionnage. Pour les Français, pour une poignée de dollars, où elle a un rôle formidable, et pour quelques films allemands, des crimis essentiellement. Elle eut donc une carrière plutôt bis, où ce film se détache totalement. Elle est donc l'opposé de June Allison, et Rossano Brazzi est au milieu, entre sa femme qu'il aime, mais qui est folle, et cette jeune femme qui est peut-être pour lui une seconde chance. On pourrait presque dire que l'histoire est assez forte pour échapper à Sirk, qui aime bien décider du destin de ses personnages. Ici, ces personnages sont un peu indépendants et vont décider, on a l'impression presque à l'insu de Sirk, de la fin du film, que je ne vous révélerai pas. Car Sirk a d'autres préoccupations. Sa préoccupation, c'est décidément de nous montrer l'Allemagne éternelle. Vous allez remarquer quand on va de Munich à Salzbourg, qu'on voit l'Allemagne éternelle et il n'y a pas une ruine, pas un souvenir de la guerre, comme si elle n'avait jamais existé.